Nous allons attendre que les dernières personnes soient assises pour commencer. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Pour sortir du monde binaire dans lequel nous sommes très inscrits, Rochefort Nouveau Monde vous propose ce soir une conférence sur la transidentité. Et pour ce faire, Béatrice Denaès, ici présente, va vous présenter cette conférence très intéressante durant laquelle vous allez apprendre plein de choses. Donc je vous laisse en sa compagnie. Très bien, bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Ouais, vous êtes en forme? On est vendredi soir, tout va bien? Demain c'est le week-end. Bon. Et les vacances pour certains. Et les vacances pour certains, ouais. Comme vient de nous l'annoncer Corinne, effectivement ce soir nous avons la chance et l'honneur de bénéficier de la présence de Béatrice Denaès qui va venir effectivement aborder ce sujet du genre, de l'identité. On peut naître dans un corps d'homme, dans un corps de femme. On a une identité d'homme, une identité de femme. Quand on est homme ou quand on est femme, on a aussi des traits féminins ou des traits masculins. On a les construits sociaux, on a les construits biologiques, on a les construits individuels. Enfin, en fait, c'est pas si simple que ça, tout ça. Et l'idée, ce soir, c'était de pouvoir, en un temps limité, on est d'accord, on ne va pas rester plus de 3 heures maximum, on a dit 11 heures, on dépasse pas 11 heures, c'est ça. Voilà. Donc, en un temps limité, Béatrice a accepté de relever ce challenge, de vous faire part, effectivement, d'un certain nombre de réflexions, de connaissances surtout, de connaissances scientifiques, peut-être aussi de déconstruction de certains stéréotypes qu'on peut tous avoir, donc on ne sera pas dans le jugement bien évidemment, et on va démarrer maintenant. On va démarrer maintenant et comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont déjà coutumiers des conférences de Rochefort Nouveau Monde, après la partie conférencière, nous aurons bien évidemment un temps d'échange avec vous toutes et vous tous, et vous pourrez ainsi poser des questions. Et enfin, nous pourrons nous retrouver un peu plus loin dans une autre salle pour partager le pot de l'amitié. Mais ça, c'est uniquement pour celles et ceux qui auront bien participé, auront été sages et auront bien suivi. Alors, Béatrice. Béatrice, on va voir quelques exemples, peut-être. Voilà. D'illustrations ici, avec des titres un peu chocs, issus de la presse écrite, qui illustrent malheureusement très bien la transphobie, puisque c'est son terme, dont sont victimes les personnes transgenres. Et comme bien d'autres minorités dans l'histoire, cette attitude de rejet, elle prend souvent racine, en fait, tout simplement, dans de fausses informations, dans de mauvaises interprétations. Et première question, Béatrice, est-ce que vous pourriez nous partager les connaissances scientifiques qui sont aujourd'hui établies concernant les personnes dites transgenres et ainsi nous éclairer sur les questions déjà de vocabulaire? Alors, merci d'être là et bonsoir à vous. Donc, en 2 mots aussi, pour préciser, donc, je suis la coprésidente de Trans Santé France, qui est une association qui regroupe, et c'est pour ça qu'on parlera en effet côté scientifique, côté factuel, qui est une association paritaire qui comporte des personnes concernées, donc des personnes trans, des familles de personnes trans ou d'enfants trans, des associations, et puis aussi beaucoup de médecins, d'universitaires qui s'y connaissent sur les questions trans, de juristes. Et donc, peut-être petite précision, c'est qu'en effet, on n'est pas une association militante radicale. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les institutions, notamment, vous verrez tout à l'heure, avec la Haute Autorité de Santé, avec l'assurance maladie, pour permettre d'essayer, et on a déjà obtenu quelques résultats, vous verrez, pour faire avancer les choses. Et en effet, ce qui, moi, me
ce qui pose des gros problèmes en ce moment, c'est qu'on constate depuis à peu près 4-5 ans, 6, ouais, enfin, j'allais dire, c'était notamment, ça a surtout commencé avec la campagne de la présidentielle qui a vu l'élection, la première élection d'Emmanuel Macron, où on a vu se focaliser, alors que finalement il y avait une espèce de découverte autour des transidentités. Alors je précise également que je suis une personne trans, et vous l'auriez deviné. En fait, on a vu apparaître avec notamment la politique, certains politiciens, alors plutôt d'un certain côté que d'un autre, mais le fait de combattre en quelque sorte les transidentités, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi les transidentités, et aussi les enfants trans, où ils ont trouvé une façon. Donc là, par exemple, si vous voyez les titres, en effet, il y a le délire transgenre. Vous voyez, en fait, c'est pas des choses qui sont très sympas à notre égard. Notamment, il y a le livre aussi Transmania, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu un énorme succès auprès, j'allais dire, des médias, qu'on qualifiera plutôt proche extrême droite. Et ça a eu un gros succès parce qu'en fait, ça remettait en question quasiment notre existence, en fait, à partir d'ailleurs d'exemples. Ils ont inventé un personnage. Et puis d'études qui sont des études, soit des études américaines, soit des études qui sont trafiquées, c'est-à-dire des vraies études, mais dont on tire des résultats qui sont totalement biaisés. Donc voilà, donc on va essayer de parler de tout ça, parce qu'en fait, le premier principe, et ça j'adore cette phrase qui est une phrase du philosophe Averroès, donc philosophe du XIIe siècle, que j'ai mis en exergue de mon livre, que vous n'hésiterez pas à acheter à la fin. Non, mais je trouve formidable parce que, en effet, et c'est valable pour tout ce qu'on ne connaît pas, et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse que vous soyez là, parce que peut-être que vous avez des idées préconçues sur les transidentités, peut-être que vous ne les connaissez pas, peut-être d'ailleurs que vous dites c'est des gens quand même très bizarres. Bon, j'espère que je ne suis pas trop bizarre, mais voilà, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Bon, ça date du XIIe siècle, mais c'est toujours aussi vrai. Et c'est valable pour des tas de sujets, en fait. Quand on ne connaît pas, soit on interprète, soit en effet, on a ce sentiment de peur, parce qu'on dit « Ah, mais c'est des gens bizarres ». Et quand ils changent de sexe, il ne faut pas dire ça d'ailleurs, je vous le dirai tout à l'heure, mais voilà, il est devenu une femme, et c'est un grand malade. Voilà, on a ce type de réflexion. Et puis, ça finit par faire peur. Et puis, de la peur, on va passer à la haine, mais c'est valable pour le racisme aussi. Quand on ne connaît pas bien les différences, les gens différents. Et puis après, ça conduit à la violence, et notamment la violence transphobe, qui malheureusement existe. Donc voilà, on essaie de faire peur. Alors rassurez-vous, je ne suis pas là en effet pour faire du prosélytisme, ni défendre soi-disant une idéologie trans. Il n'y a pas d'idéologie trans. Vous verrez, c'est un petit peu ma conclusion, enfin je ne vais pas conclure tout de suite, mais le fait qu'on est des gens peut-être différents, mais qu'on a aussi le droit de vivre comme n'importe qui. Alors, on va commencer justement, puisque comme Valérie disait, en fait, sur les réalités scientifiques, et on est confronté depuis quelques années, notamment les enfants trans, et c'est ça qui est dingue, mais c'est vrai que c'est plus facile de s'attaquer aux enfants trans, parce qu'on peut faire passer des quantités de contre-vérités auprès notamment de gens qui n'y connaissent rien. Et puis ces braves gens vont se dire « Ah, mais c'est horrible, les médecins sont des monstres, ils font des choses horribles ». Et là, vous voyez, c'est Caroline Eliachev et Céline Masson qui sont les deux directrices d'une association qui s'appelle l'Observatoire de la Petite Sirène, qui se veut scientifique, mais qui en fait, comme disent mes amis médecins qui sont dans mon association, qui eux connaissent vraiment la réalité trans, et notamment les enfants trans, en fait, s'ils ont rencontré 2 enfants trans dans toute leur vie, c'est le maximum, et qui se permettent de balancer des choses qui font peur, voilà, et qui peuvent susciter en effet la haine et la violence, notamment en disant que le fait d'accompagner les enfants trans, c'est au prix d'un traitement médical à vie, voire chirurgical, ablation des seins et des testicules sur des corps d'enfants et d'adolescents. Mais vous lisez ça, vous entendez ça, mais vous dites, c'est horrible, on fait des ablations de testicules sur des pauvres enfants. Ouais, c'est vraiment des monstres, ce qui fait dire d'ailleurs à Zemmour lors de la campagne électorale, et ça, moi j'ai trouvé ça ignoble, notamment cette comparaison, que les médecins qui accompagnaient les enfants trans, c'était des docteurs Mengele. J'avoue que moi je trouve ça ignoble quand on sait ce qu'a pu faire le docteur Mengele et le rappel en effet de l'histoire.
comparait en effet des médecins qui accompagnent et qui ne sont pas là non plus pour faire du prosélytisme, ni, comme je dis souvent, ils ne sont pas en train de faire une petite croix en disant chouette, un enfant trans de plus. Non, simplement, ils les écoutent et en effet, faire des ablations déjà de seins sur des enfants, il faudrait qu'ils aient des seins, et de testicules, non. Mais, vous voyez, c'est publié, ce qui m'énerve en tant que, parce que je suis journaliste de base et j'ai fait toute ma carrière à Radio France. J'ai terminé comme déontologue, donc je suis vraiment très sensible à la réalité des faits, à la déontologie, à l'éthique. Comment un journal comme, puisque c'était dans l'Express, peut-il publier ce genre de tribune? Alors je sais bien, ils vont se défausser en disant bah, c'est pas eux qui l'ont écrit, ça a été écrit par Caroline Eliachev et Céline Masson. Sauf qu'ils ont laissé passer des contre-vérités vraiment terribles. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, puisque moi j'ai publié une tribune, enfin j'en ai déjà publié deux, mais une tribune dans Le Monde, au même moment, enfin un mois à peu près après cette tribune-là, et je disais au rédacteur en chef des tribunes du Monde, bon, ça pourra contrecarrer justement avec ce côté scientifique, les affabulations et les contre-vérités publiées dans l'Express. Et il me dit, vous savez en fait qu'on avait été sollicité par Caroline Eliachev et Céline Masson pour publier leur tribune dans Le Monde, qui évidemment est plus prestigieux que l'Express. Mais nous, on l'a refusé parce qu'en fait, et c'est là que je dis bravo, ils ont fait leur vrai boulot de journaliste, c'est-à-dire qu'ils sont allés vérifier tout ce qui était affirmé dans cette tribune, et on a constaté que c'était bourré de mensonges et de contre-vérités, donc on l'a refusé. Ils sont allés voir l'Express qui n'a pas eu finalement cette vigilance, et donc ça a été publié. Alors voilà, la réalité médicale que je vous donne, c'est qu'il n'y a aucun traitement hormonal ni chirurgical chez l'enfant, ça c'est la base. Alors, évidemment, il y a des exceptions que je vais... Alors, principalement, ce sont des transitions qu'on appelle des transitions sociales. Alors, je ne sais pas si vous avez vu notamment un super documentaire qui s'appelle Petite Fille, qui est merveilleux, qui est passé sur Arte, qu'on peut retrouver en ce moment sur Netflix, et qui est vraiment extraordinaire et qui montre qu'en fait, bon, cette petite fille qui s'appelle Sacha, qui est née petit garçon, mais simplement, voilà, elle s'est considérée assez vite comme étant une petite fille. Je raconterai assez vite fait mon histoire aussi à moi. En fait, son seul souhait, c'est pas d'avoir des hormones, hein, c'est pas d'avoir des ablations de ceci ou de cela, c'est simplement d'être considérée comme une petite fille. Et elle a des parents qui sont des parents extraordinaires, qui l'aident. Bon, elle a rencontré quelques problèmes avec l'école dans laquelle elle était, qui refusait notamment qu'elle vienne. Vous allez me dire, c'est des stéréotypes, mais c'est vrai qu'on passe tous, moi aussi je suis passé par, même plus tard, par, j'allais dire, une phase d'adolescent où on a envie de montrer sa féminité, et son rêve c'était d'aller à l'école avec une jupe, et de se faire appeler Sacha, je ne connais pas son prénom précédent. Donc, voilà, et vous voyez, c'est simplement ça, en règle générale, ce que demandent les enfants qui sont en questionnement ou les enfants qui sont, on appelle enfants trans, et ça se fait voilà, avec l'accompagnement des pédopsies, qui ne sont pas là non plus pour les pousser à être trans, bien au contraire, qui vont les écouter, et puis si en effet, cette envie est vraiment d'être une petite fille à l'école, ben, où est le problème? Vous verrez aussi qu'il y a une circulaire qui est sortie il y a quelques temps, qui facilite les choses. Donc voilà, alors évidemment ça aussi, les opposants aux enfants trans font une fixation sur les bloqueurs de puberté en disant, vous vous rendez compte, on bloque la puberté des enfants, mais c'est expérimental, ce sont des cobayes, c'est horrible ce qu'on fait aux enfants. Sauf qu'il faut quand même savoir que ces bloqueurs de puberté, ça fait 40 ans qu'on les administre à des enfants prépubères, donc ça fait 40 ans que ces médicaments existent, qu'un enfant prépubère qui peut avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, on lui administre ces bloqueurs de puberté, donc ça fait 40 ans qu'on connaît exactement les effets. Alors ce qui est vraiment, c'est là qu'on est vraiment dans une transphobie folle, c'est qu'on arrive à trouver tous les arguments les plus faux pour faire croire qu'en effet on va leur administrer des trucs horribles. Or, ce qui est marrant, alors je ne sais pas si vous connaissez la différence entre cis et trans. Alors qui sont les cis? Les cis, alors c'est une plaisanterie, hein. Les cis sont les gens normaux, les gens comme vous, et les trans, ben, c'est les gens normaux comme moi. Non, je rigole. Mais en fait, le terme de cis a été inventé tout simplement pour faire le pendant de trans, pour éviter de dire non trans. Donc il y a les cis, ça veut dire qu'ils sont en accord, vous êtes en accord avec votre sexe et votre genre de naissance. Et les trans, c'est tout simplement les personnes qui ne sont pas en accord
avec leur sexe et leur genre de naissance. Voilà. Donc, vous voyez, pour en venir à ces bloqueurs de puberté, les enfants cis, ça pose pas de problème. Eux, c'est pas des cobayes ni quoi que ce soit. En revanche, les enfants trans, alors là, c'est, attention, c'est très dangereux, c'est irréversible. Alors, c'est marrant, c'est réversible pour les cis, mais pas pour les trans. Donc, vous voyez, en fait, on peut faire dire n'importe quoi. Et encore une fois, quand les gens, la population majoritaire n'y connaît rien, se dire, ah oui, il faut interdire les bloqueurs de puberté. Et vous voyez, j'ai demandé, on a une prof d'endocrinologie pédiatrique dans notre association, qui est vraiment quelqu'un de chouette et qui, encore une fois, n'est pas là pour comptabiliser le nombre d'enfants trans. Ils ont fait une étude, donc une étude de l'APHP sur 10 ans. Ils ont reçu 1260 mineurs qui ont été vus en consultation pédo-endocrinologique. Donc sur 10 ans, déjà, vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Et il y en a 11% qui ont reçu des bloqueurs de puberté. Donc déjà sur 10 ans, ça en fait 126 par an. Et 11%, on va dire 10%, sur 126, ça fait une douzaine, une quinzaine qui ont eu des bloqueurs de puberté. Et les bloqueurs de puberté, encore une fois, contrairement à ce que disent les anti-enfants trans, on ne va pas à la première pharmacie avec une ordonnance demander. Non, il y a un suivi, premièrement. Et deuxièmement, ça n'est vraiment proposé que dans des cas extrêmes où il y a déjà eu une ou deux tentatives de suicide, parce que vous verrez, on est vraiment la population la plus touchée par les tentatives de suicide et les suicides. Et voilà, c'est une solution pour éviter éventuellement une troisième tentative de suicide, avec éviter aussi une déscolarisation. Donc, vous voyez, tout ça, voilà, et tout ce que je vous dis est vrai, hein, je ne m'amuserai pas à dire des contre-vérités, je passe suffisamment de temps à lutter contre. Et là aussi, alors, pas d'intervention chirurgicale avant 18 ans, ça c'est sûr. Il y a une exception, c'est ce qu'on appelle la torsoplastie. Et là aussi, ça ne se fait que dans des cas extrêmes, dramatiques, quand le jeune ado, ça peut se faire à partir de 16 ans. Quand le jeune ado, là aussi, on est à sa deuxième, troisième tentative de suicide. Donc, c'est un garçon trans, donc né fille, qui voit ses seins grossir, évidemment, et qui, en règle générale, met ce qu'on appelle un binder, qui est en fait un truc compressif, mais qui est horrible, parce que d'abord, ça détruit les tissus, ça fait horriblement mal, et donc, à un moment donné, en effet, ça devient insupportable. Et là, dans ce cas, avec autorisation des parents, avec une RCP, donc une réunion de concertation pluridisciplinaire avec des médecins, eh bien, tout simplement, ce sera autorisé. Il y aura donc ablation, en effet, des seins, mais ce n'est pas avant 16 ans. Et on demandera aussi, on fera une proposition, notamment quand les premiers traitements hormonaux aussi peuvent se faire à partir de 16 ans, là aussi dans des cas extrêmes. Et on va demander éventuellement une préservation, si le jeune est d'accord pour une préservation, éventuellement des gamètes. Alors ce que m'a expliqué la professeure Laetitia Martinery, elle me disait le problème c'est qu'à cet âge-là, tu vois, en fait, ils n'ont pas conscience encore, évidemment, qu'ils peuvent procréer. Donc on a parfois du mal à leur expliquer que ce serait quand même bien qu'ils préservent leurs gamètes, puisqu'en effet, là, avec un traitement hormonal, après, c'est vrai que c'est plutôt irréversible. Il y a des cas où c'est quand même réversible. Donc vous voyez, cette situation qui est quand même importante de savoir. Et en tout cas, c'est ça la réalité médicale, c'est pas le fait qu'on qu'on fait des ablations en effet de testicules aux enfants. Alors, ça aussi, ce qu'on entend beaucoup, c'est phénomène de mode, ce serait une idéologie trans. L'idéologie trans, je ne la connais pas. Phénomène de mode, oui, on en parle depuis peu de temps, mais il n'empêche que ça existe depuis très longtemps. Et si je prends mon cas, je l'ai caché pendant des années, parce que tout simplement, d'abord, je ne savais pas ce qu'était la transidentité. Et puis, j'arrivais pas à mettre un mot, et il a fallu que j'attende quand même très longtemps, et ça n'existait pas les consultations spécialisées. Donc, quand on parle de mode de lubie, moi, ça me fait bondir, parce que, notamment, je connais une maman dont le fils trans, donc né fille, s'est suicidé il y a 3 ans. Elle a écrit un bouquin très touchant d'ailleurs là-dessus. Pourtant, il avait la chance d'avoir une maman aimante. Bon, son papa était mort d'un cancer. Mais simplement, le fait de vivre dans une société ou dans un établissement scolaire où il peut y avoir en effet des actes de transphobie, des moqueries ou autres, eh bien, en règle générale, ça peut mener malheureusement au suicide. Alors, parler de phénomène de mode qui conduit au suicide, moi je veux bien, et une petite plaisanterie entre nous, d'ailleurs entre personnes trans, combien de fois on se dit, si on était 6, donc normaux comme vous, que la
vie serait plus facile. On n'aurait pas tous ces problèmes, toutes ces discriminations, ces rejets qu'on peut connaître. Donc c'est quand même intéressant de connaître, je ne sais plus sur quelle diapo je suis, la 6 ou la 7. Oui, voilà, c'est celle-là. Et ça, c'est aussi des chiffres scientifiquement prouvés, voilà, qui sont vérifiés. Eh bien, il y a 10 fois plus de risques de suicide dans la population trans. Et là aussi, c'est pas pour faire un phénomène de mode de suicider. Moi, je rentre totalement dans ces chiffres. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on soit adulte, ado, enfant, sauf qu'on parle très peu des suicides d'enfants. Là, j'ai plusieurs pédopsies dans mon association qui me disent on ne parle jamais des suicides ou des tentatives de suicide d'enfants qui ont 8-9 ans, qui sont des enfants en questionnement, qui ne supportent plus en effet, soit de ne pas être écoutés, soit d'être mal accompagnés, soit les moqueries. Il y a quand même, donc, pour toute la population trans, il y a au moins 2 personnes trans sur 3 qui ont pensé à un moment donné au suicide, et il y en a 1 sur 3 qui a fait une tentative de suicide. Au moins 1. Donc vous voyez, en fait, et pourquoi, on va voir après, il y a 4 fois plus de risques aussi de dépression que dans la population générale, et puis il y a aussi toutes les agressions transphobes. Donc je pense que ce n'est pas vraiment un choix que d'arriver dans cette situation. Et tout ça, eh bien, en fait, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça tient notamment, c'est un terme en psychologie, en psychiatrie, qui tient au stress de minorité. Alors, la définition, en fait, le stress de minorité, c'est l'expérience d'un stress chronique, unique et hostile, résultant de l'appartenance à une catégorie socialement marginalisée dans un monde à prédominance hétérosexuelle et cisgenre. Mais ça s'applique aussi, par exemple, aux homosexuels, ça s'applique aussi aux personnes noires, ça s'applique, voilà, à tous ceux qui ne sont pas dans une norme majoritaire. Et c'est comme ça qu'en effet, il y a cette appartenance, donc à une catégorie socialement marginalisée, dans un monde à prédominance, pour nous, hétérosexuel et cisgenre, l'angoisse du rejet, du préjugé, des discriminations. Et puis aussi, on intériorise, moi j'ai intériorisé pendant des années cette transphobie, j'allais dire ambiante en quelque sorte, où on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être moqué. Et ce qui amène justement à ces taux élevés d'anxiété, de dépression, d'automutilation, de suicide, et aussi une très faible estime de soi, je vous le dirais aussi. Moi, ça fait que quelques années que, en fait, j'ai enfin une estime de moi, après m'être détesté pendant des années. Donc, et puis, bon, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'agressions dans l'espace public. Il y a 8 personnes trans sur 10 qui ont été victimes d'une agression. Alors, cette situation, pour les plus jeunes, elle est vraiment catastrophique parce que là aussi, il faut savoir qu'il y a quand même 40% de jeunes trans qui ont perdu contact avec leur famille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association Le Refuge, qui fait vraiment un boulot extraordinaire d'accueil, alors pas que des jeunes trans, aussi des jeunes homos, a reçu, donc c'était en 2022, 6000 appels à l'aide de jeunes adultes LGBTI+, avec une augmentation d'accueil et d'accompagnement. Alors, heureusement, ils arrivent à créer des centres d'accueil, mais voilà, il faut savoir aussi que les rejets à l'école, il y a 9 jeunes trans sur 10 qui ont été insultés, un quart qui ont été agressés, et tout ça, ça conduit, en fait, et ça aussi c'est prouvé, il y a des études, même au niveau international, qui ont été menées à une déscolarisation, une désocialisation, à aussi des scarifications, une dépression sévère, et aussi des tentatives de suicide. C'est bien reçu la petite flèche, j'ai commencé un peu à m'énerver. Donc voilà, et là aussi c'est intéressant de savoir, il y a une étude notamment de l'Académie américaine de pédiatrie qui a été publiée, je crois que c'est l'année dernière, il y a 2 ans, et qui montre une diminution de 60% de la dépression modérée ou sévère et de 73% des tendances suicidaires chez les jeunes trans et non-binaires qui ont reçu des bloqueurs de puberté ou des hormones d'affirmation de genre. C'est-à-dire, une fois qu'il y a ce respect de la personne, notamment des jeunes, évidemment, quand il y a une écoute, ça mène moins à l'envie, finalement. Et moi, je trouve ça, chaque fois que j'en parle, j'ai du mal parce que, notamment quand j'ai sorti mon livre, au même moment, il y a et puis je suis du Nord, il y a une jeune fille trans qui s'est suicidée, qui était élève au lycée Fénelon de Lille, qui est un lycée plutôt réputé. Et je me dis comment, à 17 ans, finalement, cette société qui, globalement,
est indifférente à défaut d'être transphobe, comment à 17 ans on peut se donner la mort alors qu'on a toute la vie devant soi, simplement parce que soit elle a reçu en effet des rejets, soit parce qu'elle a ce sentiment de ne pas être acceptée dans la société, et ça c'est quand même terrible. Alors, histoire, puisque... Timekeeper, ouais. Oui, il faut que j'avance. Ouais. Non, simplement, il y a aussi le fait, je vous en parle rapidement, ce sont un peu les définitions, parce qu'en fait, on a tendance aussi beaucoup à tout mélanger. Mélanger le sexe, l'identité de genre, l'attirance sexuelle, l'expression de genre. Or, tout ça, pendant des années, on n'a jamais parlé de genre. C'est-à-dire qu'on parlait que de sexe. Pour ça, quand on nous dit que vous avez changé de sexe, oui, non, on a surtout changé, quand on a une personne trans, en fait, c'est le genre qui ne correspond pas. Parce que de toute façon, tout ce qui est biologique, on n'arrivera pas à le modifier. Donc, voilà, le sexe, alors pour qu'en effet vous fassiez bien la différence, le sexe, c'est quoi? Vous le savez, c'est les données biologiques, surtout s'il y a des médecins dans la salle, mais c'est aussi, on l'oublie souvent, c'est l'état civil. Et en France, le problème, c'est que l'état civil est binaire, c'est-à-dire qu'on est soit M, soit F, et on oublie d'ailleurs, bon, je ne rentrerai pas là-dedans, mais aussi les intersexes, c'est-à-dire des personnes qui naissent avec un sexe qui n'est pas bien déterminé, et on ne sait pas trop où les caser. Et pendant des années, c'est devenu des filles, parce que c'était plus simple, en fait, à partir d'un sexe qui n'est pas très défini, d'en faire un sexe féminin. Et là aussi, ça a causé énormément de suicides. L'identité de genre, c'est une construction sociale, c'est le ressenti, on y reviendra. L'attirance sexuelle, vous le savez, c'est, pour simplifier, c'est hétéro, homo, mais il y a aussi bi, il y a aussi pansexuel, c'est-à-dire en fait, on est attiré par une personne qui vous attire, mais c'est-à-dire pour parler vulgairement, on s'en fout de son sexe et on s'en fout de son genre. Et l'expression de genre, c'est le côté un peu stéréotype, tenue, voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi dans l'identité de genre, et là je n'ai pas le temps de m'y appesantir, il y a aussi ce qu'on appelle les binaires et les non-binaires. Alors moi c'est simple, je suis binaire, c'est-à-dire qu'en fait je suis femme maintenant, tout simplement. Enfin, j'ai toujours été dans mon esprit. Et les non-binaires, alors ça c'est encore plus difficile pour certains à comprendre parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas avant, c'est des personnes en fait, et elles ont le droit de vivre comme les autres, des personnes qui se considèrent soit ni homme ni femme, soit et homme et femme, soit fluide, c'est-à-dire qui passent d'un genre à un autre. C'est vrai qu'intellectuellement ça peut sembler difficile à comprendre, mais ils existent, on ne va pas les tuer. Donc voilà, il faut savoir qu'ils font partie de la société et qu'ils ont le droit de vivre comme n'importe qui. Rapidement aussi, parce que justement ce stress de minorité, eh bien, ça nous conduit aussi à être très susceptibles, comme la plupart des minorités en fait. Donc par exemple, n'utilisez pas, je vous en supplie, le terme de transsexuel, qui rappelle les périodes où en effet la transidentité ou le transsexualisme était très pathologisé, très psychiatrisé, et puis ça rappelle aussi le bois de Boulogne, les cabarets, etc. Moi d'ailleurs à un moment donné m'avait un peu bloqué quand j'ai enfin compris ce que j'étais, parce qu'en fait transsexuel c'était un peu tout ça, donc maintenant on parle de transgenre, de transidentitaire ou de personnes trans tout simplement. Là aussi on ne dit pas devenir un homme ou une femme, je ne suis pas devenue femme, en fait je suis enfin moi-même. Changer de sexe, non, on ne change pas de sexe, en fait on s'affirme, donc le terme qu'on utilise maintenant c'est affirmation de genre, et puis je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une lubie, c'est une réalité personnelle tout simplement qu'on a le droit de vivre. Merci Béatrice, on a pris le temps, et c'était nécessaire, de bien repréciser un certain nombre de choses et de remettre, si vous me permettez cette expression un petit peu triviale, l'église au centre du village, en démontant des affirmations non fondées. Et comme vous le savez, c'est aussi l'ADN de Rochefort Nouveau Monde, partir de la connaissance, d'informations scientifiques. Et ici, on a parlé d'études sérieuses qui viennent de la PHP, de textes médicaux, de protocoles médicaux, etc. Pour aller un peu plus loin, Béatrice souhaite aussi, au-delà de ces affirmations-là, utiliser un autre biais de connaissance qui est l'histoire. Et par l'histoire, là aussi, on va découvrir
que, effectivement, déjà, fut un certain temps où la question de la transidentité posait pas de problème et que ce n'était pas une mode et ce n'était pas une lubie. Exactement, parce qu'en fait, pour certains, on a l'impression que voilà, ça fait quoi, à peine 10 ans qu'on en parle. Bah oui, ça fait peut-être à peine 10 ans qu'on en parle publiquement, mais regardez, si on remonte à la mythologie, bah, je pense que bon, Hermaphrodite, vous connaissez, hein, c'est un homme, une femme qui s'aiment tant qu'en fait, ils décident de devenir une seule personne, donc et homme et femme. Donc c'était déjà une forme de transidentité. Bon, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, il y a de très belles histoires. Vous regarderez le mythe de Tirésias ou le mythe de Sénis, devenu Séné. Voilà, ça existe, c'est un peu comme l'homosexualité. Hein. On vit exactement la même chose que l'homosexualité dans les années 70-80, quand on a l'impression que d'un seul coup, il y a eu une épidémie d'homo. Non, simplement, là aussi, on cachait, parce que on avait peur aussi de la discrimination, du rejet. Il y avait même d'ailleurs un délit qui existait à l'époque. Mais ça aussi que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Il y a aussi le fait qu'au fil de l'histoire, alors celle que j'adore, moi, c'est Sainte Eugénie Eugène, ça j'adore, parce que notamment les religions ont tendance un peu à ne pas vraiment aimer les transidentités. Alors on ne va pas généraliser, je suis allé faire aussi des conférences pour le diocèse d'Alsace qui justement voulait savoir connaître un peu mieux les transidentités, mais il y en a qui restent très traditionnalistes. Et bien sachez que Sainte Eugénie Eugène était, c'est une sainte que j'adore. Si vous allez dans la basilique de Vézelay, qui est quand même un des endroits un peu mythiques, j'allais dire, du catholicisme, alors c'est moi qui ai fait cette photo, regardez bien au centre de ce chapiteau qui est donc dans cette basilique très catholique de Vézelay, eh bien vous voyez quoi? Vous voyez un moine qui ouvre sa chasuble et qui découvre quoi? Deux saints, voilà. Et là c'est S-E-I-N, S. Et tout simplement parce qu'en fait, elle était, c'est le 3e siècle, hein. C'était les premiers chrétiens, elle voulait être un homme pour être un moine, donc elle a réussi à rentrer dans les ordres, donc elle s'est fait appeler Eugène, donc son prénom d'origine était Eugénie, et en fait un jour, cette histoire c'est qu'un jour en fait on l'a accusée de viol, par jalousie, et elle risquait la peine de mort, et devant le juge, en fait, elle a ouvert pour montrer qu'elle était une femme et qu'elle ne pouvait pas violer. Et donc, voilà, et ce qui est quand même extraordinaire, c'est pas pour ça qu'elle est devenue sainte, hein, c'est aussi les premiers chrétiens, elle a souffert le martyre, enfin, voilà, c'est les martyrs des premiers chrétiens. Mais il n'empêche que, à l'époque, la religion chrétienne, la religion catholique, en fait, l'a maintenue, enfin, l'a appelée Sainte Eugénie Eugène. C'est quand même fabuleux, ça montre quand même l'ouverture d'esprit qui a pu exister à une certaine époque, où on n'était pas bloqué en effet par cet aspect de genre. Alors il y a aussi Jeanne d'Arc, que certains considèrent comme étant un peu une idole trans. Le Chevalier d'Éon, ça c'est aussi une très belle histoire, qui était l'espionne en fait de Louis XIII, qui a vécu quasiment toute sa vie femme. Et en fait quand elle est morte, il y en a qui se posaient des questions, qui ont regardé, qui ont vu qu'elle avait un zizi. C'était donc un homme, mais en tout cas c'était vraiment une trans. Et puis bon, je passe sur toutes les années et on arrive à l'époque actuelle. On a quand même 2 mères trans, mais M-A-I-R-E, en France. Alors, je ne sais pas si celle de gauche vous dit quelque chose, c'est Mariko, qui était la première mère trans élue dans son village de Tilloy-les-Marchken, qui est dans le nord. Et tout s'est bien passé, et tout se passe bien dans son village, elle est acceptée, et ça se passe bien. Et Estelle Szabo, qui elle a été élue maire en tant qu'homme, et qui a enfin révélé, enfin elle ne pouvait plus tenir, elle a révélé en fait sa transidentité, et le fait qu'elle était femme. Et finalement, bon, elle était prête à démissionner en considérant qu'elle avait été élue lorsqu'elle était homme physiquement. Et le préfet lui a dit, non, c'est vous la personne qui a été élue, donc il n'y a aucune raison que vous démissionnez. Et là aussi, ça se passe très bien, sauf un parti politique qui l'avait accusé, qui voulait l'amener à la démission. Ce qui est bizarre, c'est les Verts. Bon, ils ont été exclus finalement de leur parti. Mais voilà, donc vous voyez, il y a aussi des discriminations qui peuvent se produire, mais en tout cas, ça existe. Alors, quelques chiffres, parce que souvent on me les demande, mais alors ils ne sont pas du tout révélateurs, parce qu'en France, comme vous le savez historiquement, on ne peut pas faire de recensement par catégorie.
On prend des pays à peu près similaires aux nôtres et on estime que les personnes trans seraient entre 0,3 et 1,5% de la population, ce qui donne quand même une échelle énorme, hein, c'est entre 15 000 et 400 000. Bon, on va dire qu'en moyenne, on estime qu'on est à peu près 1% de la population. Les autres chiffres, en revanche, sont des vrais chiffres, puisque là, c'est vraiment des chiffres, notamment de l'assurance maladie. Donc, l'ALD, on en parlera rapidement après, puisqu'on bénéficie d'une prise en charge à 100%. Il y en avait 9 000 en 2020, dont 294 mineurs, donc on n'est pas énorme, c'est pas énorme, hein, on ne va pas mettre en déficit la Sécu qui l'est déjà. Les séjours hospitaliers, en 2020, 1615, alors évidemment forte progression depuis 2011, puisqu'à l'époque il y avait très peu d'équipes qui pouvaient s'occuper en fait des personnes trans. Chirurgie d'affirmation de genre, donc pelvienne, mammaire ou visage, et c'est pas énorme non plus, hein, 1260 en 2020. En revanche, les délais d'intervention, c'est ça le problème, c'est comme il y a tellement peu de médecins formés, donc je ne vous cacherai pas que je fais beaucoup de formations pour les médecins, et notamment on a créé un DUU, un diplomataire universitaire d'accueil et de soins des personnes trans, mais voilà, les délais sont encore très longs. Mon coprésident, qui est un excellent chirurgien spécialiste, son délai c'est 5 ans, ce qui est totalement inhumain. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Merci pour ce voyage, même s'il était rapide dans l'histoire, et en tout cas, il nous avait permis de pointer certaines réalités qui plongent tout simplement dans nos civilisations humaines. Alors avant d'aller plus loin, vous avez souhaité, Béatrice, témoigner sur votre histoire, la partager. Vous êtes notamment autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Ce corps n'était pas le mien », qui est publié chez First Éditions. Et dans cet ouvrage, vous écrivez notamment la phrase suivante, hein, « Je me suis détestée toute ma vie. Et aujourd'hui ?» Eh bien aujourd'hui, je me déteste moins. Je vais vous raconter en 2 mots parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un peu ce que j'ai ressenti, pour histoire de rigoler un peu, vous amuser, c'est le faire-part que j'ai envoyé de ma chambre d'hôpital lorsque j'ai fait ma vaginoplastie. Alors ça, c'est une question à ne jamais poser à un trans. Est-ce que tu as été opéré? Moi je vous le dis parce qu'on est en conférence et que je n'ai rien à cacher. Mais voilà, comme on dit souvent, est-ce qu'on irait demander à une femme, est-ce que tu as été opéré des seins? Pour une personne trans, parce que parfois c'est la question qu'on pose aux personnes trans, est-ce que tu as été opéré? Donc ça veut dire est-ce que tu as subi, est-ce que tu as eu une vaginoplastie? Voilà, ça se pose pas. En tout cas, moi j'en ai eu une, le 13 février 2019, et pour moi c'était vraiment le jour où j'étais enfin totalement femme, et ça pour moi c'était le plus grand bonheur que je pouvais avoir. Et donc j'avais imaginé un faire-part que j'ai envoyé à mes amis, mes anciens collègues et autres. Donc voilà, c'était l'histoire de sourire aussi. Un beau bébé. Et c'est en plus, oui, alors sachez que c'est quand même ma vraie photo, hein. Pas de 2019, mais quand j'avais 2 ans, et j'adore cette photo parce que quand je la montre, je la montrais à des amis ou de la famille, mais c'est qui cette charmante petite fille? Eh bien c'est moi. Et sauf qu'à l'époque officiellement, j'étais un garçon. Et donc j'adore cette photo. Alors, en 2 mots simplement, je ne vais pas vous résumer 68 ans de ma vie, mais simplement pour vous dire, là aussi, encore une fois, quand on parle de choix, de lubie, de mode, il n'empêche que moi, c'est vers 4-5 ans que je me suis rendu compte, j'étais dans une école primaire mixte, publique, ce qui était un peu rare à l'époque, et en fait, je me sentais vraiment bien avec mes copines, et en fait, je rêvais. En fait, je me sentais intérieurement fille, en étant né petit garçon, et en fait, je me rêvais être elle, en fait. Et si bien que, d'ailleurs, j'étais avec elle, je me sentais bien avec elle, et les garçons, évidemment, se moquaient de moi. Donc j'ai subi le harcèlement scolaire, sauf qu'à l'époque, dans les années 60, évidemment, on n'en parlait pas. Et c'était « Ouh, il est amoureux !» Non, je n'étais pas amoureux, mais simplement, j'étais bien avec les filles, je me sentais proche d'elles. Et j'aimais pas le foot, j'aimais pas la bagarre, j'aimais pas crier, voilà. Et dans la cour de récréation, j'étais moqué. Ce qui fait que d'ailleurs ça m'a conduit à un peu ce que vivent d'ailleurs aujourd'hui les enfants trans qui ne sont pas écoutés ou au début, sauf que moi ça a duré pendant des années. Donc là encore une fois,
fois, donc j'ai eu aucune influence, hein, ni des réseaux sociaux, ni quoi que ce soit, ça n'existait pas. Sauf que je me suis totalement désocialisé. Alors je ne me suis pas déscolarisé, moi je me suis désocialisé. C'est-à-dire que je n'ai plus voulu parler à qui que ce soit, si ce n'est mes parents. Et aux adultes, je ne voulais pas parler. Voilà, j'ai eu un mal-être terrible. J'étais hyper timide et ça a duré pendant des années. Je n'osais même pas, quand j'étais en âge, et je le vois avec mes petits-enfants, en âge d'aller à la pâtisserie du coin, je sais que j'adore les gâteaux, eh bien, j'osais pas, en fait, aller voir des gens qui pour moi étaient des étrangers. Et toute ma vie, ça m'a suivi ce côté des moqueries. J'ai toujours eu cette peur qu'on se moque de moi, à tel point d'ailleurs que j'ai sombré dans une, un perfectionnisme maladif, c'est-à-dire justement pour pas qu'on se moque de moi, pour pas qu'on me fasse des reproches, et ça a été pareil dans mon boulot, hein, en fait, bon, ça m'a peut-être permis de progresser plus vite dans mon boulot en tant que journaliste, mais il n'empêche que voilà, j'avais peur des réflexions, j'avais peur des moqueries, et ça je peux vous dire c'est vraiment terrible. Et cela ne fait vraiment que 4-5 ans, et finalement j'ai réussi à dépasser ça, et j'avoue que si quelqu'un d'entre vous, à un moment donné, ça lui vient de se moquer de moi, franchement je m'en fous. Et voilà, j'ai réussi à franchir cette étape, et maintenant comme je suis vraiment moi-même, mais c'est passé par des phases notamment compliquées comme l'adolescence, c'est un peu, c'est la période des amours, et sauf que moi, pour moi, ça a été terrible parce qu'en fait, je n'arrêtais pas de me poser la question en me disant, mais qui suis-je? Je suis un garçon? Je suis une fille? Ou je suis un monstre? Et honnêtement, c'était plutôt la version monstre qui prédominait pour moi, en me disant, ouais, je vais être finalement un grand malade. Enfin, voilà, donc vous vous rendez compte donc si bien que d'ailleurs, bon, j'avais majoritairement des copines, mais je n'ai jamais finalement eu de relation véritablement amoureuse. Alors finalement, ça s'est produit après grâce, c'est ce que je dis toujours en conférence, c'est la femme de ma vie, parce qu'en fait, bon, je l'ai rencontrée bizarrement quand je fais l'école de journalisme, je devais faire un article, finalement je suis tombé sur elle. Alors si vous voulez tout savoir, c'est dans mon livre. Et en fait, donc c'est la seule femme véritable que j'ai connue, qui est devenue ma femme, on s'est mariés, on a fait des beaux enfants. Mais je lui ai caché, évidemment, ce que je ressentais, parce que comme je ne savais pas mettre un mot là-dessus, sur ce que je ressentais, évidemment, je n'avais pas lui parler du fait que je me considérais un peu comme une fille. Voilà, je me suis dit, en plus, j'avais tellement ramé pour... et Dieu sait que j'avais envie de former un couple pour avoir des enfants. Vraiment, moi j'avais 2 finalités dans ma vie, avoir des enfants et être journaliste. Finalement, les 2, je les ai remplis. Enfin, j'y suis arrivé, donc c'était très chouette. Mais je vous dis, je vous avouerai, on va rester là-dessus parce qu'après je n'aurai plus le temps de tout vous raconter, mais par exemple, en effet, quand ma femme était enceinte, même si ça a été compliqué, parce qu'en effet, voilà, par rapport à ce je ne me considérais pas comme un vrai homme, en fait. Bon, finalement, quand notre première fille, quand elle était enceinte de notre premier enfant, en fait, là, j'ai replongé dans cette souffrance de ne pas être une femme, et j'ai vraiment vécu sa grossesse par procuration. Et pour moi, c'est peut-être difficile à comprendre, toute ma fille m'a dit, on verrait si toi tu avais été enceinte et si tu avais accouché, bon, ok. Mais n'empêche que ça restera le plus grand manque de ma vie, c'est en fait de ne pas avoir donné la vie moi-même, en fait. Alors, il y a un petit spermatozoïde qui a servi, ok, mais il n'empêche que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans ce monde qu'être femme et donner la vie, en fait, à un enfant. Voilà, c'est le plus gros regret. Bon, on ne va pas réécrire l'histoire, mais c'est comme ça. Bon, tout ça pour vous dire qu'après, finalement, grâce à Internet, justement, donc les avantages aussi d'Internet, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas un monstre, que j'étais pas seul, qu'il existait d'autres personnes trans. Et puis, bon, déjà, quand on arrive à mettre un mot sur ce qu'on ressent, ce qu'on est, c'est déjà une bonne chose. Mais simplement, il fallait que j'en parle à quelqu'un, et la première personne à qui il fallait que j'en parle, c'était ma femme. Et là, j'avais lu des témoignages horribles de couples qui éclataient, de familles qui éclataient. Finalement, j'ai eu de la chance, alors je passe sur tous les détails, mais finalement, on est restés ensemble, surtout le jour où elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis, et elle a cette belle phrase que j'aime bien utiliser, bon, elle l'a dit quelques années après, parce qu'elle a quand même souffert, hein, c'était pas évident, en disant, finalement, Béatrice, elle a changé d'emballage, mais intérieurement, c'est toujours la même. Donc, je trouve ça mignon, alors, je sais plus ce que c'était, oui, voilà, bon, si vous voulez voir à quoi je ressemblais avant,
Bon, il y a aussi une image, parce que c'est la musique aussi qui m'a un peu sauvé de ma timidité, en fait, qui m'a permis aussi d'aller vers les autres. Et voilà. Vous aurez peut-être des questions tout à l'heure. Hein. Merci. Merci Béatrice pour ce témoignage. Alors, on a posé le cadre, on a remis l'église au centre du village, on a fait une petite balade historique, on a écouté votre histoire. On se rend compte que, bon, c'est pas tout rose, quand même, tout ça, mais enfin, il y a quand même eu des progrès par rapport à il y a quelques années, il n'y a même pas si longtemps que ça. Alors, c'est vrai que ces avancées, elles ont eu lieu, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais quand même, c'est une histoire en marche, et on voit que de toute façon, bon, oui, voilà, on ne va pas revenir en arrière. Tout à fait, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a quand même une évolution qui se fait dans la société, même si il reste encore une fois les méconnaissances qui mènent justement à cette transphobie. Mais par exemple, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2010, il y avait une ministre de la Santé qui s'appelait Roselyne Bachelot, et c'était quand même, même si ça n'était que symbolique, hein, qui a retiré, alors, comme je vous le disais, on bénéficie d'une ALD, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est affection longue durée, c'est ce qui permet une prise en charge à 100%. Alors, d'ailleurs, pourquoi, ça c'est souvent le reproche qui m'est fait, alors pourquoi vous avez le droit à 100% alors qu'il y a certaines maladies qui n'y ont pas droit, et puis en plus vous dites que ce n'est pas une maladie que vous avez, c'est vrai. D'un autre côté, si ça a été accordé, c'était simplement à cause du taux justement de suicide, et pour essayer de lutter contre toutes ces dépressions, ces maladies, enfin, c'était pas une maladie en fait, c'est simplement des problèmes de santé mentale qui se produisaient par le fait justement de ce rejet, le fait d'être considéré comme, à l'époque encore, un trouble psychiatrique. Donc en fait, Roselyne Bachelot a fait avancer les choses, et donc on est passé dans ce qu'on appelle l'ALD 31, qui est une ALD un peu fourre-tout, qui n'est plus, puisqu'on était auparavant dans l'ALD des troubles psychiatriques. Donc ce qu'elle a fait est vraiment formidable, et c'est une prise en charge complète donc de l'endocrinologie, la psychiatrie, la chirurgie, l'épilation définitive, l'orthophonie et les traitements. Donc j'en ai bénéficié. Il faut quand même savoir que l'OMS a déclassifié en fait les transidentités, n'a pris cette décision qu'en 2019. Vous vous rendez compte, c'est pas vieux. Et simplement, ça n'est entré en vigueur qu'en janvier 2022. Donc il y a simplement 2 ans et demi. Donc c'est quand même pas beaucoup. Alors, il y a aussi une évolution avec la loi de 2016, qui est moins intéressante. Bon, elle s'est appelée loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, là aussi parce que c'était un peu une loi de fourre-tout, où il a été décidé que le changement de prénom, alors ça ne concerne pas que les personnes trans, hein, ça concerne tout le monde, mais nous, au premier chef, le changement de prénom maintenant est simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'aller voir, comme n'importe qui, hein, aller voir l'officier d'état civil, et avec quelques attestations de proches, qui atteste que c'est votre prénom d'usage, votre nouveau prénom est un prénom d'usage. Normalement, à moins de tomber sur, j'allais dire peut-être, ça s'est produit hein, d'ailleurs, notamment au début avec certaines municipalités d'extrême droite qui ont tout fait pour bloquer, n'empêche que maintenant, grosso modo, ça marche plutôt bien et on peut changer de prénom. Notamment les enfants peuvent changer de prénom, et c'est donc une procédure facilitée, et qui aussi produit beaucoup de bonheur, notamment pour ceux qui ont la chance d'être enfin appelés par leur prénom d'usage. Il y a aussi le changement d'état civil qui a été simplifié. Donc changement d'état civil, c'est l'acte de naissance. Bon ça, les enfants ne peuvent pas bénéficier d'un changement d'état civil. Il faut avoir 18 ans. Mais il faut passer donc devant un tribunal judiciaire, avant c'était le tribunal de grand instant, et les évolutions, c'est qu'il ne faut plus obligatoirement passer par un avocat, donc ça fait faire quand même des sacrées économies. Il ne faut plus de certificat médical, et comme disaient les associations, il ne faut plus d'opération de réassignation, ce qui parlait en fait de stérilisation. Et en fait, pour changer d'état civil, jusqu'en 2016, il fallait absolument avoir subi une opération, par exemple une vaginoplastie, qui en fait revient à une stérilisation, puisqu'évidemment, moi je ne peux pas avoir d'enfant, ou côté homme trans, il fallait en fait, oui, être stérilisé. Alors je ne sais pas comment ça se faisait à l'époque, mais en tout cas, il y avait une stérilisation. Donc tout ça, ça a été supprimé en 2016, donc avec cette simplification qui était quand même une belle avancée. La circulaire Blanquer, j'en parlais tout à l'heure, oui,
qui est une très belle avancée, alors qui porte le nom du ministre de l'époque, Blanquer. Bon, il s'est quand même fait un peu pousser pour que cette circulaire sorte, il n'était pas très chaud. En revanche, je pense qu'Emmanuel Macron, son président, notre président, était tout à fait d'accord. En fait, c'est une circulaire qui aide notamment les enseignants à l'accueil, l'accompagnement des enfants trans, c'est-à-dire voilà, ne pas les rejeter, accepter le prénom d'usage. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet le respect en fait de la différence. C'est quand même un sacré gros progrès. Il y a aussi tout ce qui est le fait de reconnaître que les transidentités ne sont pas des maladies. Et ça, bon, j'ai mis le joli logo de mon association parce que tout simplement, on n'a que 4 ans d'existence, mais on travaille là-dessus et on a déjà obtenu quelques résultats. Donc, une dépathologisation, une dépsychiatrisation de l'accompagnement médical trans. On estime qu'en effet, on n'a pas besoin d'un psy pour avoir cette fameux certificat psy qui a été en vigueur pendant des années, considérant qu'on était un bon ou une bonne trans. Qui, mieux que la personne trans, peut déterminer quelle est une personne trans. Donc l'autodétermination éclairée, une prise en charge uniformisée, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de CPAM, donc de caisses primaires d'assurance maladie, qui restaient très transphobes, mettant les bâtons dans les roues dans les prises en charge. Et puis on souhaite aussi, c'est pour ça notamment qu'on a créé ce DIU, ce diplôme interuniversitaire, notamment destiné entre autres aux médecins généralistes, pour que les médecins généralistes puissent aussi être les premiers recours dans l'accueil des personnes trans. Alors vous allez me dire, vous voulez une dépathologisation, mais vous voulez voir les médecins. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'en fait c'est une dépathologisation, mais simplement on ne veut pas que ce soit obligatoire, puisque pendant des années c'était obligatoire d'avoir ce cheminement de passer d'abord par un psy, ensuite par l'endocrino et ensuite éventuellement le chirurgien. Il y a des personnes trans qui passeront par aucun de ces médecins, mais il faut aussi savoir que quand on parle de dépsychiatrisation, je m'en souviendrai toujours, c'était une des premières réunions que j'avais faites avec les premiers membres de Trans Santé France, où il y a toujours d'ailleurs des psys, et quand on avait parlé de dépsychiatrisation, qui ont dit, mais alors nous on va servir à quoi? Oui, en tout cas c'est pas à vous de déterminer qu'on est un bon ou un mauvais trans. En revanche, on a besoin de vous, et moi je suis passé par un psy, je suis passé par une psychologue, parce qu'on est une population en effet très fragilisée par tout l'environnement, ce côté en effet de transphobie, de discrimination, de rejet. Et moi je remercie mon psychiatre, je remercie ma psychologue, qui est d'ailleurs devenue une amie, donc qui peut plus être ma psychologue, avec qui d'ailleurs je fais pas mal de formations maintenant. Et donc voilà ce qui est important. Alors, ma grande fierté, puisque c'est surtout moi qui négocie avec l'assurance maladie, on a obtenu, donc il y a 2 ans, je crois, donc la dépsychiatrisation vue du côté de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'en fait le médecin conseil national avec qui j'ai beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, envoyé une note de cadrage rappelant donc aux médecins conseils départementaux, locaux, régionaux, qu'il ne fallait pas du tout exiger de certificat psychiatrique pour accorder une prise en charge des personnes trans. Donc c'était déjà une première vraie forme de dépsychiatrisation. Et puis là, en mars dernier, j'avais dit aussi qu'il fallait absolument aussi arrêter avec cette discrimination qui était l'entente préalable demandée à l'assurance maladie pour certaines interventions chirurgicales. Alors ce qui était quand même fou, c'est que pour les personnes trans, il n'y avait pas d'entente préalable à demander, mais pour les personnes cis, pardon, pas d'entente préalable à demander, mais pour les personnes trans, il fallait le demander. Donc il y avait une vraie discrimination, il y a eu plusieurs procès, et comme me disait le médecin conseil national, qui était vraiment génial, malheureusement il vient de partir à la retraite, il me disait de toute façon, chaque fois qu'il y a un procès, on est sûr de le perdre, et en effet, parce qu'ils étaient accusés de discrimination. Donc voilà, il a fait aussi une lettre de cadrage, et désormais, il n'y a plus d'entente préalable à demander. Et puis il y a ces travaux donc, qui ont débuté il y a 2 ans. Donc moi j'en fais partie, puisque je suis experte auprès de la Haute Autorité de Santé, on est une trentaine, et on travaille d'arrache-pied en ce moment. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on veut justement être inattaquable sur les recommandations qu'on sortira l'année prochaine concernant l'accompagnement et le parcours de transition des personnes trans. Donc on étudie des quantités d'études faites au niveau international et tout simplement on veut vraiment être inattaquable, mais on a perdu beaucoup de temps là-dessus, mais on est sûr maintenant, puisque là on a encore 2 réunions au mois de novembre, on est sûr qu'on devrait tout terminer pour le premier trimestre de l'année prochaine. Et c'est
vraiment attendu, un peu comme la circulaire Blanquer pour les enseignants, c'est attendu par quasiment tous les médecins qui veulent avoir des recommandations actualisées parce qu'elles remontent à 89, légèrement actualisées en 2009. Donc vous voyez, c'est quand même. Et ça reste sur, en effet, cette psychiatrisation, cette pathologisation. Donc je pense qu'on aura fait un gros bond en avant. Gros bond en avant, effectivement. Alors là, on est plus sur des avancées d'ordre législatif, et ou administratif. Pour autant, et ça va être notre dernière question, on constate néanmoins que dans l'opinion publique, les choses sont loin d'être aussi simples que ça, et notamment quand on a préparé ensemble la conférence, vous nous aviez fait part d'une enquête d'Ipsos, l'Institut de sondage, qui date d'il y a quelques mois, et notamment sur la question de l'acceptation, la tolérance, la bienveillance. Tout à fait. En fait, c'est un peu ce que je vous disais. En fait, vous voyez, il y a des avancées alors moi, j'aime pas utiliser le terme de tolérance, on n'a pas à être toléré, mais de respect, en fait, des différences. Mais c'est encore beaucoup de mal, mais toujours, tout le monde n'est pas forcément transphobe, mais par cette méconnaissance de ce qu'on est. Et il y a quelques études qui ont été faites qui sont vraiment intéressantes, notamment, je vais commencer, parce qu'elle est un petit peu plus ancienne, par une, je ne sais pas si vous arrivez à lire derrière, c'est une enquête internationale qui a été faite par l'organisme de sondage YouGov auprès de 8 pays. Et alors, et la question est intéressante parce que la question qui était posée, c'est quelle serait votre réaction si votre enfant, votre frère ou votre sœur, un membre de votre famille proche, se déclarait gay, lesbienne, bisexuel, trans, non-binaire. Alors, où se situe la France? Dernière position. Et ouais. Et premier pays, alors ça peut sembler paradoxal parce que le premier pays c'est l'Espagne. Or j'avoue ça semble toujours paradoxal parce qu'on sait que l'Espagne est un pays très catholique, très religieux, et en fait, paradoxalement, c'est quand même le pays qui est le plus en avance sur l'acceptation, en fait, notamment des minorités et de la transidentité, des transidentités. Et c'est ça qui est quand même fabuleux. Bon, j'allais dire sans faire provocation, parce que je suis passé aussi par le catéchisme, que peut-être aussi respecte-t-il vraiment les préceptes, j'allais dire, chrétiens d'ouverture aux autres et d'acceptation de l'autre et de la différence. Mais en tout cas, c'est l'Espagne qui est en première position. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir la deuxième ligne. La première ligne, c'est homo. La deuxième ligne, c'est plutôt trans et non-binaire. Et vous voyez, en fait, c'est les non-acceptation, c'est ce qui est en rouge. Et vous voyez, en fait, la dernière ligne. De mémoire, c'est autour de 40% de non-acceptation. Et donc, vous voyez, en fait, ça, c'est terrible de se dire quand même que sur 8 pays qui sont des pays, j'allais dire, avancés, on obtient la dernière place qui est quand même catastrophique. Alors voilà la fameuse enquête de l'IFOP qui est très récente, qui a été réalisée avec Autre Cercle, qui est une association assez chouette, qui en fait est une association qui lutte contre la visibilité des personnes trans et homo dans les entreprises, et qui fait une enquête, je crois que c'est tous les 2 ans. Et là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est notamment voir ce qui est entouré. Et ça, moi, j'avoue que ça me marque parce que je me dis, et c'est quand même fou, parce qu'il y a une espèce de régression aussi qui se produit. Il y a quand même un salarié non LGBTI+, donc j'allais dire un salarié classique, qui en fait, 1 sur 5, qui ressent un malaise lorsqu'un de ses collègues lui révèle sa transidentité. Ah, ça peut se comprendre, j'avoue, quand j'ai révélé ma transidentité à ma femme, ça fait un choc, évidemment. Donc là, ça fasse un choc normal. Mais que ça crée un malaise, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose de durable quand même. C'est là qu'on se dit quand même qu'il y a encore un problème, en effet, d'acceptation de cette différence d'une personne, d'un collègue qui n'est pas un monstre, simplement qui vit sa vie différemment. Et ça, c'est quand même, je trouve, assez embêtant et inquiétant, d'autant que les chiffres ont tendance à progresser et non pas à régresser. Et je terminerai un peu là-dessus en disant, en effet, on l'a vu, c'est une question qui peut être administrative, médicale, juridique, sociétale, tout ce qu'on veut, mais c'est surtout aussi, et c'est ça qui est important, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer, c'est surtout humain. Et ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que, voilà, je pense qu'on n'est pas des monstres. Alors c'est vrai que vous m'auriez vu il y a 20 ans, vous m'auriez pris pour une grande malade psychiatrique,
Bon, heureusement, ça a évolué. Je ne pense pas être un monstre ni quelqu'un d'horrible. Et simplement, ce qu'on attend, c'est d'être simplement soi-même. C'est-à-dire qu'en effet, qu'on puisse éviter ce stress de minorité. Et c'était bon, le thème, enfin, c'était justement le titre de ma première tribune que j'avais faite dans Le Monde. C'était Laissez-nous vivre. On fait de mal à personne, on ne dérange personne. Et là, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je montre ces images, notamment celle de gauche qui me concerne vraiment. J'ai presque envie de pleurer à chaque fois en me disant c'est vraiment ce que j'ai tellement vécu, notamment enfant, où voilà, quand je me voyais dans un miroir, où je me détestais, qu'est-ce que j'aurais aimé voir la petite fille que j'aurais tellement voulu être, que je considérais être en fait. Alors j'ai trouvé le pendant en fait, notamment dans la presse suisse, de cette petite fille, née petite fille, qui en fait sort de sa cage de petite fille et s'envole petit garçon, parce qu'elle se ressent petit garçon. Et pour moi, c'est vraiment émouvant le fait de, voilà, de se voir. Puis aussi, puisqu'on parlait religion, petite anecdote, et c'est marrant parce que j'ai constaté, en discutant avec beaucoup d'autres personnes trans, en fait, bon, on a tous, la plupart, on est passé, puisque c'était l'époque, par le catéchisme, et en effet, on devait faire tous les soirs une prière au petit Jésus. Et c'est marrant, j'ai constaté que la plupart de mes copines trans, leur prière, je me suis dit, c'est dingue, parce que c'était ma prière, c'était Petit Jésus, fais en sorte que je sois une petite fille. Et on a tous prié, et je peux vous dire que ça ne marche pas. Il a fallu attendre en fait l'intervention médicale. Donc merci aux médecins pour que je sois enfin moi-même. Donc en fait, simplement pour conclure, je dirais qu'en fait, voilà, comme je vous disais, je me suis détesté toute ma vie. Quand je retrouve des photos de moi d'avant, en fait, je ne souriais jamais. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai dû apprendre, notamment pour la couverture de mon livre, où l'éditeur voulait une photo de moi. Je suis passé par une photographe professionnelle. Alors là aussi, on est devenus amis, on se voit régulièrement maintenant. Mais en fait, elle m'a appris, je lui dis, finalement, grâce à toi, j'ai appris à sourire, parce que je ne savais pas sourire. Et voilà, j'étais tellement enfermé dans cette souffrance, dans ce mal-être, que, en effet, quand je me voyais dans un miroir, je me détestais. Quand je me voyais en photo, je me détestais. Et pour moi, c'était véritablement terrible. Et j'avais l'impression, en fait, de ne pas être légitime. C'est la réflexion que je me suis faite il y a quelques temps, en disant, mais j'étais pas... En fait, je ne me sentais pas légitime. Alors, je me sentais légitime dans mon boulot. Ça, c'est assez intéressant. En tant que journaliste, je me sentais légitime et j'osais poser des questions qui fâchent ou autres. Mais alors, dans ma vie personnelle, je ne me sentais absolument pas légitime. Et en effet, encore une fois, parce que je me détestais, je détestais la personne que j'étais. Et pour conclure, je vous dirais, pour vous rassurer, aujourd'hui, je m'aime enfin, sans sombrer dans le narcissisme. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'être enfin soi-même. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'être venu. Et c'est vrai que j'espère que vous aurez répondu à quelques-unes de vos questions, mais j'espère qu'il y aura aussi beaucoup de questions. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des questions personnelles, bon, sauf peut-être si elles sont vraiment trop personnelles. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour essayer de vous expliquer ce que j'ai pu sentir, ce qu'on peut ressentir, ce que sont les transidentités. Il y a certainement des trucs qui doivent vous turlupiner. Donc n'hésitez pas. Alors je sais bien que la première question est toujours assez compliquée, mais il y a déjà une première question de madame, là-bas. J'aurais voulu vous remercier pour avoir parlé des personnes non binaires, des personnes dans la stress. Vous n'entendez pas trop beaucoup, mais en tout cas, vous parlez dans le pouvoir hors marxisme, je dirais. J'aimerais dire aussi pour compléter que c'est important de ne pas non plus demander le prénom de naissance. Vous avez dit qu'il ne fallait pas demander si on était opéré ou pas. Et le prénom de naissance, ça se demande facilement. C'est ce qu'on appelle le day name. Ou en bon français, le morino. Et en effet, alors, je me permets simplement, en effet, parce que vous avez raison, c'est quelque chose en effet qui est insupportable pour une personne trans. Alors, encore une fois, moi je m'en fous un peu parce que j'étais connu avant sous mon prénom précédent, donc c'est pas bien grave, mais pour la plupart des personnes, il faut les comprendre, elles ont tellement souffert, elles ont tellement eu un mal-être avant qu'elles ne veulent plus entendre parler de leur prénom précédent.
Donc notamment le personnel médical, je fais beaucoup de conférences dans les hôpitaux, soyez gentils d'utiliser le prénom d'usage, même si ce n'est pas forcément le prénom de la Sécu, mais d'ajouter quelque part, et c'est une forme de respect, et la personne, elle sera vraiment heureuse d'être respectée et considérée. Voilà, excusez-moi, petite précision. Et vous avez raison. Vous avez parlé de réassignation sexuelle et d'affirmation de genre. Si je ne me trompe pas, vous faites partie d'un organisme qui était anciennement la SOFECT. Ah, c'est ça? non. Non, pas du tout. Alors, dans ce cas-là, Alors, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. bah, c'est un peu ça. En fait, j'ai eu l'impression dans votre discours, ce qui est peut-être pas le cas, que vous disiez que le sexe, enfin, que la réassignation était un peu indispensable. Ah, non. Même si vous avez fait beaucoup de ce mot, en termes de binarité. Est-ce que j'ai bien compris? Non, je crois que oui, enfin, je vous entends. Merci. Mais non, je ne vais pas rentrer dans cette polémique en 2 mots, parce qu'en fait, notre association a 4 ans, et bon, pour que vous compreniez, en fait, on a été accusé d'être le nouveau nom de l'ancienne SOFECT, qui était une association qui regroupait des médecins, uniquement des médecins spécialistes des transidentités, mais qui ont défendu un protocole qui était très psychiatrisant, qui était très pathologisant. Et justement, quand j'ai voulu créer cette association avec des médecins, c'était justement parce qu'on avait envie de dépsychiatriser et de dépathologiser. Mais on nous a fait un... D'ailleurs, j'ai même craqué à un moment donné, je vous l'avoue, hein, parce que j'en avais marre, je m'en suis pris plein la figure en considérant qu'en effet, j'étais à la tête d'une association transphobe qui était l'ex-SOFECT. J'avoue que je l'ai très mal vécu parce que ce n'était pas du tout dans nos objectifs. Et régulièrement, j'allais dire, ceux qui s'opposent à mon association continuent de nous traiter comme étant des gens de la SOFECT, qui en effet fait des choses qui étaient assez, qui pouvaient être considérées comme assez horribles, puisqu'à un moment donné, ils avaient même réussi à exiger qu'il fallait le prouver pendant, si je me souviens bien, 1 an ou 2 ans, de vivre dans le genre qu'on considérait être son genre, ce qui est inhumain, parce que quand en plus on travaille, comment peut-on, ça revenait à faire ce qu'on appelle un outing, c'est-à-dire en fait, donc voilà, donc je vous rassure tout de suite, contrairement à ce qu'on peut encore lire de certaines associations très radicales qui nous détestent parce qu'il y a des médecins dans notre association, et que soi-disant tous les médecins sont transphobes, je peux affirmer que non. Et quand vous parliez, j'ai d'ailleurs jamais parlé de réassignation sexuelle, parce qu'en effet, je fais bien la différence entre le sexe et le genre. Et d'un côté, je ne veux plus non plus, alors c'est encore un terme qui est utilisé aussi dans les hôpitaux, parler de réassignation. Nous, on ne veut plus entendre parler de ce terme, on préfère parler en effet d'affirmation de genre, ce qui est vraiment le vrai terme. Comme, alors, je ne peux non plus rentrer dans ces détails-là, dysphorie de genre, c'est un terme qu'on n'apprécie pas trop parce que c'était très pathologisé. Et le terme, notamment que l'OMS a retenu, alors simplement c'est une traduction un peu mot à mot de l'anglais, c'est incongruence de genre, c'est pas très très joli, mais en tout cas c'est le terme actuel qu'on veut utiliser, c'est incongruence de genre, qui veut bien dire ce que ça veut dire, et même on préférerait parler de variance de genre, sachant qu'en effet on intègre comme ça aussi la non-binarité, qui bien souvent en effet est oubliée, et en effet nous on considère que tout ça fait partie en effet des transidentités, et le fait de respecter les gens qui considèrent qu'en effet, entre le sexe de naissance et le genre, il y a soit une inadéquation, et encore une fois, quand on parle aussi de mal-être, là aussi je veux le préciser parce que je ne veux pas qu'on me le reproche, il y a des personnes trans qui n'ont pas forcément connu de mal-être. Hein. C'est vrai que c'est plutôt une majorité, mais il y a des personnes trans, encore une fois, qui vont passer ni par la case endocrinologie, donc ils ne vont pas passer par la case traitement hormonaux, qui ne vont pas passer par la case chirurgie, mais qui seront heureux d'être femmes, tout simplement, d'être appelées femmes, ou d'être appelées non-binaires, ou hommes, évidemment, ou d'être appelées hommes ou non-binaires. Voilà, encore une fois, je reviens sur mon truc qui pour moi est important, c'est le respect de la personne telle qu'elle est. Voilà, merci. Merci Béatrice. Une autre question? Bonjour. Pardon. Oui, c'était plutôt une question assez personnelle, pas trop non plus, mais à un moment donné, vous aviez dit que vous étiez beaucoup renfermé sur vous-même. Et je voulais savoir si, parce que souvent, c'est pas forcément le cas, des personnes qui sont en pleine
c'est une bonne question, mais la réponse, dans un premier temps, sera rapide. Alors, ça dépend de ce que vous appelez famille. Si vous parlez de mes parents, en fait, mes parents sont décédés jeunes, donc je n'ai pas eu cette chance ou ce risque de leur annoncer ma transidentité. En revanche, comme je vous l'ai expliqué en 2 mots, avec ma femme, bon, c'était dur au départ, évidemment, puisqu'elle s'y attendait pas, évidemment, comme elle l'a dit, j'ai épousé un homme, j'ai pas épousé une femme. Mais maintenant, qui a eu vraiment, enfin, c'est souvent pour les proches, ça peut être souvent aussi le problème du regard des autres qu'ils peuvent craindre. Bon, c'est-à-dire, elle était franchement, c'est pour ça quand on me dit oh, qu'est-ce que tu es courageuse, bah non, je suis pas courageuse parce que, au contraire, je trouve que j'ai pas été très courageuse parce que notamment, j'ai pas voulu faire ma transition dans la boîte où je travaillais parce qu'on ne parlait pas de transition et que tout le monde me connaissait. Je me suis dit, tout le monde va. Vous voyez, je reviens toujours au truc, on va se moquer de moi, on va me rejeter, cette trouille que j'ai eue toute ma vie. Et en revanche, mes enfants, quand je leur ai appris, parce que je leur avais dit que je leur annoncerais quelque chose de personnel, bon, ils ont tous eu peur parce qu'ils ont cru que c'était un concert, j'allais leur annoncer un truc horrible. Et quand je leur annonçais, oh, c'est que ça. Bon, bah oui, tant mieux. Et puis bon, bah, vous nous avez, enfin, ce qu'ils nous ont dit, je leur ai appris séparément. Vous nous avez appris en effet la tolérance, l'ouverture aux autres. On avait fait beaucoup de voyages avec eux un peu dans le monde. Et voilà, ça c'est franchement bien. Enfin, moi j'ai vraiment une chance formidable. Franchement, un grand bonheur. Une autre question? Oui. Je voulais revenir sur le dessin qui apparaissait, sur ce petit garçon qui se regardait en miroir et vous m'avez dit que vous étiez retrouvé à l'intérieur avec cette petite fille en reflet. Et il y a un moment donné, vous avez dit vers 4 ans, à peu près 5 ans, quand je me regardais, je ne m'aimais pas. Alors ça a résonné. Je me suis dit, donc la question c'est, en tant qu'enfant de 4 ans, est-ce que si à 4 ans vous vous étiez aimé en tant que personne, et là je mets de côté le genre ou autre, le sexe, finalement est-ce qu'on aurait eu le même choix, la même orientation de vie si cet enfant de 4 ans s'était simplement aimé? Alors, votre question est intéressante, simplement, il faut que je précise une chose, c'est que si je ne m'aimais pas, c'était justement parce que j'étais un petit garçon. C'est ça en fait l'explication. C'est pas parce que je me trouvais moche ou quoi que ce soit. Je suis pas non plus fantastique. Sauf la photo de petite fille, petit garçon, petite fille quand j'avais 2 ans. Mais non, en fait, je ne m'aimais pas tout simplement parce que je voyais un garçon et pour moi, je me détestais en fait. Je détestais le petit garçon que j'étais. Et je détestais l'image que je renvoyais. J'aurais tellement voulu renvoyer l'image de la fille que j'estime que j'aurais dû être. Voilà, merci. Allez, au suivant ou à la suivante. Tout d'abord, merci pour votre travail, surtout le cadre médical, en fait. Et ma question, c'est lié à ça. Est-ce que la seconde pratique que vous proposez dans des notes de cadrage, est-ce qu'il y aura aussi des bonnes pratiques pour le médecin de travail? Est-ce que ce type d'organismes, d'entités qui sont privés la plupart du temps seront touchés par des recommandations venant de l'État, venant des organismes indépendants, objectifs? Parce que c'est vrai que les entreprises ont du mal à accompagner une personne transgenre. Et c'est le médecin de travail qui fait le lien entre le médecin traitant et cette entreprise. Et la plupart du temps, on se retrouve avec une personne qui n'est pas du tout inclusive sur le sujet, qui bloque et qui parfois dérive sur le licenciement, juste parce que elle trouve que c'est banal ou non indispensable. Voilà. Ah oui, enfin, je comprends tout à fait votre question. Alors, simplement, j'avoue qu'on ne fait pas un distinguo, notamment la recommandation de la HAS, on s'adressait à tous les médecins. Médecin du travail, c'est un médecin. Donc, mais simplement, ce qui nous semble important, c'est qu'en effet, s'il y a par exemple une réaction transphobe ou autre,
ça permettra aussi à chacun de présenter ses recommandations en disant voilà, vous êtes médecin, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est pas. Et en effet, mais vous avez raison, malheureusement, dans certaines boîtes, ça peut se terminer. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, et en plus qui est dans le milieu médical. C'est une personne que j'estime beaucoup, qui est gynécologue, qui est une gynécologue qui était dans un hôpital de région, qui est en plus aussi chirurgienne et qui notamment des spécialistes d'un certain type d'opération assez pointues. Et le jour où dans son service elle a révélé sa transidentité, elle a été mise à l'écart, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'on pourrait quand même s'attendre à ce que ce soit un milieu plutôt ouvert. En plus, reconnaître, en effet, elle a été reconnue comme étant vraiment une spécialiste, alors, moi je ne connais pas tous les détails, mais une spécialiste dans un domaine très précis et rare, en gynécologie, et elle a été mise sur la touche, et puis finalement, j'allais dire de discrimination en discrimination, elle a été licenciée, ou en tout cas poussée vers la porte. Et donc vous voyez, en fait, c'est des choses qui existent. Finalement, bon, elle est partie s'installer à Paris et en libéral, où ça se passe bien, où d'ailleurs, a priori, ses patients ne savent pas qu'elle est trans, mais avec cet énorme regret, parce que c'était vraiment quelqu'un qui, en plus, faisait de la recherche avancée, bon, en libéral, se contente de rencontrer toujours un peu les mêmes choses. Bon, c'est bien, c'est devenu chercher justement une gynécologue trans, enfin en tout cas bienveillante, donc j'en ai trouvé une grâce à elle, enfin c'est elle d'ailleurs. Mais voilà, en fait, et ce que vous dites, vous avez raison, parce que ça reste aussi, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans la société, encore des évolutions qui doivent se faire, et c'est pour ça que c'est bien que, je vais prendre en 2 mots, bon, je sais que je suis bavard, hein. Alors, pour tout vous dire, moi j'étais journaliste à Radio France, et Radio France c'est pas la pire des boîtes en termes de pensée, mais il n'empêche que, bon, j'avais un poste à responsabilité assez important, et on ne parlait pas de transidentité, donc je me suis dit, mais comment je vais pouvoir du jour au lendemain passer à Béatrice, éventuellement venir avec une jupe, et tout le monde va se moquer de moi, je vais être rejeté par tout le monde. Donc j'ai pas eu ce courage, j'ai attendu de partir dès que je pouvais à la retraite, donc j'avais tellement accumulé de congés, j'ai pu partir à 62 ans, mais c'était une souffrance terrible, et c'est là d'ailleurs que j'ai fait 2 tentatives de suicide, parce que je ne tenais plus. Bon, une, heureusement, c'est ma femme qui m'a arrêté au dernier moment, mais voilà, c'était devenu insupportable, mais dans cette boîte, et ça a tellement choqué, parce que je l'ai annoncé quand même, j'ai fait mon coming out après, je me suis dit, bon, à la limite, si se fout de moi, on s'en fout, puisque je serais plus... et notamment Sybille Veil, qui est d'ailleurs toujours la PDG, parce que en fait, j'étais son N-1, ça l'a choqué, le fait que je ne l'ai pas annoncé en étant... parce qu'elle est quand même très ouverte, et d'ailleurs, 3 mois après, elle signait la charte de l'autre cercle, justement, elle a créé un référent, donc qui a déjà, entre guillemets, s'est occupé de 2 personnes trans. Et ce qui est génial aussi, c'est que 6 mois après, elle a libéré tous les salariés qui souhaitaient pour une conférence que je donnais, donc sur le temps de travail, retransmis aussi en visio, notamment pour tous les France Bleu, et pour expliquer justement les transidentités. Donc vous voyez, j'ai aussi été demandé par exemple par la Fédération nationale du bâtiment, parce qu'ils avaient notamment en cuisine leur cuisinier qui révélait sa transidentité. Donc voilà, il y a des entreprises qui peuvent faire avancer les choses, et ce qui est bien, c'est aussi de faire venir des personnes concernées qui vont un peu démythifier et dédramatiser une situation qui n'a pas lieu d'être dramatique en fait. Merci. Une autre question ? Bonsoir. J'ai une amie proche dont la fille, vers l'âge de 22 ans à peu près, lui a annoncé qu'elle allait devenir un homme. Alors, excusez-moi, je ne vois pas qui vous êtes. Madame est là. Ah, d'accord, pardon. Et la jeune fille reprochait un peu à sa mère de ne pas se réjouir assez qu'elle allait devenir enfin ce à quoi elle aspirait. Et depuis, les opérations ont lieu, le jeune homme va très bien, son moral est parfait, et la maman va très bien aussi. Ils ne se sont jamais éloignés l'un de l'autre. Mais ce que me disait la maman, c'est que si elle pleurait effectivement au début, elle a bien dû pendant 2 ans beaucoup souffrir, c'est parce qu'elle expliquait qu'en fait, il fallait qu'elle fasse le deuil de sa fille, ce que n'admettait pas Céline. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est quelle est l'attitude d'un parent qui vous paraîtrait le mieux pour rester proche de ses enfants? Alors, vous avez utilisé un terme qui, globalement, n'est pas vraiment apprécié par les personnes trans, c'est faire le deuil d'eux. Alors,
Non, non, mais je ne vous le reproche pas parce qu'en plus, honnêtement, c'est ce que m'a dit longtemps ma femme, expliquant des amis, il faut que je fasse le deuil de, alors je vais vous donner mon dead name, Bruno, il faut que je fasse le deuil de Bruno. Bon. Mais en discutant, notamment quand je fais des conférences avec des psys, qui ne sont pas transphobes, c'est un terme en effet parce que c'est un peu ce que dit ma femme maintenant, c'est que l'emballage a changé et la personne est restée la même. Donc elle n'est pas morte la personne. Donc il n'y a pas de deuil à faire. Alors je comprends très bien pour un parent, c'est pas évident, parce qu'en effet, comme pour ma femme, c'était pas évident, ça fait un choc. D'un seul coup, bon, voilà, on ne s'attend pas forcément à ce genre de révélation, et non d'aveu aussi, parce qu'on n'avoue pas qu'on est trans, de révélation. Donc voilà, en tout cas, et je comprends qu'en effet, son enfant n'accepte pas le fait de faire un deuil, parce qu'en fait, il n'est pas mort ou elle n'est pas morte, elle est toujours là, simplement, elle est enfin elle-même. Alors, donner des conseils sur comment accepter, franchement, c'est compliqué, parce que ce qu'on dit à chaque fois, c'est que les situations ne sont jamais forcément tout à fait semblables, mais je comprends qu'il y a un cheminement à faire, c'est pour ça aussi, et encore une fois, en parlant notamment des psys, des psychiatres, des psychologues, c'est des personnes qui peuvent être vraiment d'une grande aide. Je sais que ma femme notamment a discuté avec ma psychologue et ça l'a aussi aidé. Donc pour ça il ne faut pas rejeter les psychiatres, les psychologues, il faut les rejeter quand en effet ils faisaient de ces fameux certificats. Mais et encore une fois, comme n'importe quelle personne, une personne cis qui est fragilisée ou qui a des difficultés va aller voir un psy. D'abord c'est pas pour ça qu'elle est folle. Et c'est utile, c'est une profession qui existe et qui est vraiment bien utile. Donc voilà en fait. Mais en tout cas, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de parler en effet de deuil, parce qu'encore une fois, la personne n'est pas morte. Et ça choque beaucoup, notamment les jeunes, les plus jeunes, les enfants trans, enfin, pas les petits-enfants, hein, les jeunes adultes notamment, parce qu'ils se disent, bah, finalement, on considère que je suis mort et que, bah non, il n'est pas mort, il est simplement enfin, ou elle est simplement enfin lui-même ou elle-même, tout simplement. Merci. Une autre question, juste devant. C'était juste pour savoir si, malgré tout ça aujourd'hui, toute cette acceptation entre guillemets et tout ça, il y aurait encore des regards qui essaieraient de remettre en question, en fait, dans le sens où des gens essaieraient de remettre en question en disant, même encore aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être une phase ou un truc comme ça? Oui, oui, mais alors, notamment quand on voit tout ce qui est fait contre les enfants trans, et notamment cette fameuse proposition de loi des sénateurs LR qui voudraient absolument, et notamment condamner les médecins qui accompagneraient les enfants trans et développer la pédopsychiatrie, non pas pour accompagner les enfants trans, mais simplement justement pour faire des thérapies de conversion, c'est-à-dire les faire revenir dans le droit chemin, ce qui normalement est interdit par la loi de 2021. Donc oui, on est confronté à cette situation de... Enfin, on est vraiment dans cette situation de l'homophobie qui a quand même... Alors, qui existe toujours, hein, mais il y a quand même beaucoup moins d'homophobie qu'à une certaine époque. Et on est encore confronté à ce rejet, à cette méfiance. Et en effet, quand on voit cette proposition de loi qui vraiment, j'allais dire ignoble, parce que si par malheur elle passait à l'Assemblée nationale et que ça devenait vraiment une loi, ça veut dire qu'en fait, et c'est ce que souhaitent des associations comme l'Observatoire de la Petite Sirène, Hippomonie, etc., qui sont très très marquées, je veux dire extrême droite, si ça devait être voté, le problème, c'est qu'en effet, les enfants ne pourraient plus être écoutés. Alors on essaierait de les remettre dans le droit chemin. Or, on sait tous, c'est ça, les études scientifiques le montrent, et notamment aux États-Unis, qui a quand même été un pays très en pointe sur les thérapies de conversion, notamment concernant les homos, qu'en fait, en règle générale, là aussi, alors là, pour le coup, ça conduit souvent, majoritairement, à des dépressions sévères, voire, il y a beaucoup de cas de tentatives de suicide qui se soldent par des vrais suicides. Parce que comment peut-on imposer à quelqu'un de ne pas être soi-même? C'est ça que les gens ont beaucoup de mal, encore une fois, à comprendre. C'est qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un, par exemple, qui est homo ou trans, de devenir hétéro ou de devenir cis. Encore une fois, ce n'est pas un choix qu'on fait, c'est pas pour emmerder le monde, comme je dis vulgairement.
C'est simplement ce qu'on ressent et pourquoi on n'aurait pas le droit de l'être. Et en ce moment, c'est très fragile. Et j'avoue que quand on voit des pays, même quand on voit les États-Unis avec Trump, alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, là aussi c'est tellement aberrant, là, quand on parle des contre-vérités qui affirment qu'un enfant va le matin à l'école, un enfant trans va le matin à l'école et qui ressort le soir, si c'est un garçon, il ressort fille, parce qu'il a été opéré, mais comment peut-on dire des choses pareilles, être écouté, être considéré, c'est une réalité. Enfin, c'est là qu'on se dit qu'il est quand même un peu taré, notre ami Trump, mais ça passe quand même. Et s'il est élu, c'est sûr que ça va être encore plus compliqué. Il y a déjà beaucoup d'États qui sont transphobes à mort. Et voilà, on est quand même dans une période un peu compliquée. Merci de la question. Et puis encore merci du superbe dessin. C'est génial, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Françoise, un petit mot pour les vieilles. Ah oui. Hein le bouquin Vieillir comme je suis, dans une personne qui vivait dans un EHPAD et qui n'avait pas le droit de draguer. Tu te rends compte. Et puis il y a aussi La vie secrète des vieux, d'un certain Mohamed. Tu connais pas? Bon, ben moi étant rejetée de toute la société de famille, je vis avec mes chats. Ah oui, bah, c'est les rejets, ça existe pour malheureusement toutes les catégories de population, je suis bien d'accord, mais c'est détestable aussi. D'autres questions? Oui, une autre question là-bas. Bonsoir, je vous remercie de la qualité de votre intervention. C'est gentil. Alors, c'est pas forcément une question, mais moi, quand je vous écoute, je trouve votre intervention vraiment importante. Alors, je pense à 3 personnes de notre famille. Je vais penser déjà en premier lieu à ma fille, qui est une militante vraiment dans tout ce qui est milieu LGBTQIA+, et qui m'apprend tellement de choses par rapport à... Donc elle a 24 ans, elle m'apprend plein de choses par rapport au milieu qui se bat et qui souffre. Donc ma fille est lesbienne. Et il y a encore notamment aussi encore d'agression non-binaire aussi, je suis. Voilà. Et elle nous apprend aussi beaucoup de choses par rapport au combat trans. Donc elle me reprend, attention maman, on ne dit pas non, on dit pas comme ça, on dit comme ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas là. Il faut dire qu'on a intérêt à être au point à la maison, hein, sinon il faut consulter le petit lexique. Voilà, mais je la remercierai jamais assez justement de nous apprendre tout ça. Parce que je pense que nous tous aussi, voilà, les quinquas, on est un peu à la ramasse sur certains trucs et c'est hyper important d'arriver à suivre et d'être dans le mouvement, l'évolution, même qui nous manque tant. Je pense aussi à un de mes petits-neveux qui s'appelle Léger et qui, lui, quand il fait un anniversaire, il n'invite que ses copines, que quand il a envie d'avoir un cadeau, il a envie d'avoir des ailes de papillon. Quand il y a une fête à l'école, il va en robe. Et ma frangine, elle est géniale, parce que ma frangine, elle le fait aller en robe de princesse. Et elle lui offre des chaussures qui brillent. Et nous, on lui offre des claquettes avec des arcs-en-ciel, etc. Parce qu'on a envie de lui faire plaisir. Et je trouve que ses parents sont formidables. Et il faut noter aussi voilà, qu'il y a des parents, donc il est encore en primaire, mais voilà, il est chouette. Mais il a eu des moqueries et il a fini par se couper les cheveux, parce qu'il souffrait de ça. Et je pense aussi à une de nos filles qui se dit aussi non-binaire et qu'elle cultive ses quelques petits poils au menton, qu'elle a envie et que et je lui dis, garde-les si ça te plaît. Et qu'elle porte un minder parce qu'elle n'osait pas jusqu'à maintenant et que j'ai senti qu'il fallait et que comme elle a vu l'énorme drapeau lesbien chez nous, elle s'est dit je peux en parler et que voilà et que la liberté d'expression c'est tellement important et qu'il faut écouter nos enfants. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et pour ajouter un petit mot là-dessus, moi ce qui me révulse, c'est quand je vois en effet des parents, notamment il y a eu un débat sur M6 là-dessus, qui rejettent leurs enfants trans, mais je me dis, mais comment on peut être parent et rejeter ses enfants simplement
parce qu'ils sont différents et qu'ils ont envie de vivre leur vie. Et pour revenir à cette jeune fille trans, ça m'a vraiment bouleversé, qui s'est suicidée, là, qui était élève donc, du lycée Fénelon à Lille. Il faut quand même savoir en effet qu'elle avait été rejetée par sa famille, parce que trans, qu'elle vivait dans un centre d'accueil. Puis bon, il y a une goutte d'eau, bon, je sais bien que le suicide c'est multifactoriel, hein, mais cette goutte d'eau où on lui refusait de venir en classe avec une robe qui a fait un peu tout éclater, mais elle a quand même un passé qui est compliqué, parce que quand en effet on est rejeté par ses propres parents, je me dis mais c'est quand même, moi je n'arrive pas à comprendre, mais ça existe malheureusement. Ouais. Plus rien? Petite question? Non? Ah. Allez, la dernière. Pour la route? Ça marche? Ça marche. J'hésitais à poser la question parce que je ne sais pas pourquoi je me la pose. Je me la pose quand même. Allez-y. Il y a des petits garçons qui se sentent filles et l'inverse. Est-ce qu'on a une idée, vous avez donné beaucoup de chiffres, est-ce qu'on a une idée d'une répartition éventuelle entre garçons et filles qui souhaiteraient changer? Alors c'est une question intéressante. Alors, les chiffres évoluent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment on constate, notamment chez les ados, qu'il y a plutôt une majorité de filles qui se sentent garçons. Alors évidemment, tous les anti-enfants trans ou ados trans disent forcément parce que la vie est tellement compliquée pour les femmes, ils ont tous envie de devenir des hommes. Oui, d'accord. Bon. Je pense que c'est un peu simpliste. Ça peut arriver, encore une fois, moi je rejette aucune hypothèse, hein, mais ça peut arriver, mais voilà, c'est pas la majorité. Et tout simplement parce que voilà, c'est une période où en règle générale ça se passe plus pour donc les garçons trans, nés filles. En revanche, on constate que c'est plutôt plus tard que ça se passe pour les nés garçons, donc filles ou jeunes femmes trans, qui font plutôt leur coming out un peu plus tard. Et normalement, d'après les chiffres qu'on peut avoir, mais encore une fois, tout ça, voilà, on n'a pas de vrais chiffres, en tout cas en France, on n'a pas de vrais chiffres, il n'y a pas de recensement. Mais en tout cas, si on prend du côté médical, à un moment donné, ça s'équilibre à peu près. Même si à une époque, on considérait qu'il y avait plus de femmes trans que d'hommes trans. Mais après, alors, un truc, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais si vous avez 5 minutes, quand même intéressant à savoir, c'est en fait aussi cette différence qui fait que nous, femmes trans, c'est beaucoup plus compliqué comme trans. Et dans notre association, on a quelques hommes trans, bizarrement, c'est toujours plus de femmes que d'hommes. Mais en tout cas, on a quelques hommes trans. Et honnêtement, si vous ne saviez pas que c'est des hommes trans, donc ils sont hommes, mais ils sont des filles, franchement, ça passe, comme on dit, c'est ce qu'on appelle le passing, ça passe super bien. Franchement, ça passe très bien. Pour nous, ça passe beaucoup plus difficilement pour les femmes trans. C'est là d'ailleurs qu'il faut aussi se dire, statistiquement, les agressions transphobes concernent plus, quasiment à 90%, voire plus, les femmes trans. Et pensez aussi à une réflexion qui est intéressante, ça c'est historique aussi, pensez aux garçons manqués. Les garçons manqués ont toujours été plutôt bien vus en fait. C'était, il s'affirmait, etc. Mais pensez aux garçons efféminés. Le garçon efféminé, c'était là aussi la risée, c'était parce qu'il n'était pas viril, enfin, voilà, on était dans cette société machiste, viriliste, mais qu'on revoit qu'il y a d'ailleurs en ce moment des relents de machisme et de virilisme. Et j'ai terminé aussi avec une anecdote, bon, je n'ai pas eu le temps aussi de la caser tout à l'heure, qui est intéressante, notamment quand j'ai fait mon coming out auprès de mes amis, mes anciens collègues, mes confrères et autres. Ce qui était intéressant, c'est que d'abord j'ai reçu énormément de messages.
j'ai eu la chance, c'était plutôt des messages gentils, mais à 90% également, quand j'ai sorti mon livre, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ils m'ont trouvé facilement via Messenger, et c'était aussi à 90% des femmes qui m'ont écrit pour me soutenir, pour des mots gentils, m'ont aussi des explications, des explications sur les transidentités. Et puis, j'ai reçu un message d'un ami, journaliste aussi, qui a mis d'ailleurs plusieurs mois à me répondre en disant « Écoute, je suis vraiment gêné en voyant cette histoire de malaise. » En plus, je sais qu'il est rugbyman. Il dit « Moi, je vis plutôt dans un milieu très viril, un peu de violence. Et franchement, je ne comprends pas. » Alors, il n'a pas accepté, mais je suis pour lui tourner la phrase. Bon, c'est ta vie, mais franchement, je ne comprends pas. Et donc, j'en ai parlé à ma psychologue. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de la castration. Alors, je suis désolé pour vous, messieurs. Mais c'est vrai que pour les hommes, le fait, notamment que moi, qui étais homme, comme je dis souvent, en rigolant dans mes conférences, j'étais dans le clan des maîtres du monde, et puis finalement, je suis descendu dans le sexe faible, et dit faible. Et pour beaucoup d'hommes, même très évolués, j'allais dire, j'ai pas perdu d'amis hommes, mais j'ai vraiment senti cette gêne. Autant toutes mes amies femmes sont venues discuter avec moi, etc. Mais les hommes ont vraiment du mal. C'est vraiment cette angoisse de la castration. Si ça m'arrivait à moi, voilà, si j'avais plus le petit zizi qui pend. Et c'est dingue, et c'est vraiment, en effet, c'est reconnu. Et vous voyez, il y a toujours ce côté dans cette société un peu machiste, virile, où on a du mal à comprendre et à admettre que né garçon, on puisse se sentir fille, et puis être tellement heureuse de vivre sa vie de femme, en fait. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour dire, alors que moi je ne suis pas anti-homme ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose de difficile, et je l'ai vécu. Alors, dernière petite anecdote, notamment, comme je suis hyper active, je suis aussi syndic de ma copropriété. Donc un jour, je me suis dit, il a fallu il faut bien faire ça bénévole, il faut que j'annonce quand même à nos voisins qu'en effet, le syndic va devenir la syndic. Et j'ai profité d'une assemblée générale, j'avais dit que j'aurais un message personnel après, j'avais ramené le champagne et tout. Et donc, je l'ai annoncé en mettant beaucoup d'explications. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, toutes les femmes, toutes mes voisines sont venues vers moi trinquer en disant « Super, encore une fois, décourageux, et puis comment ça se passe, bon, c'était super intéressant. » Et les hommes, qui encore une fois ne m'ont pas rejeté, parce qu'on s'entend toujours très très bien, mais ils sont restés un petit peu à l'écart. Et ils n'ont pas osé poser de questions. Et je trouvais ça quand même assez marquant. Bon, voilà, ça dit, on s'entend très très bien. J'aurais dit d'ailleurs, si ça vous dérange d'avoir une syndic, je démissionne. Ils m'ont dit non, pas du tout. Au contraire, on te garde, parce qu'en effet, personne ne prend ce poste qui fait chier un peu. Donc voilà. Et finalement, ça se passe très bien. Mais vous voyez, en effet, ce contexte et cette angoisse de la castration, que les hommes ne sont pas forcément, encore une fois, des machos, mais qui ont quand même ce petit fond de virilité qui fait « Ah, si ça m'arrivait » donc voilà. Bon, en tout cas, un grand merci. Je suis vraiment heureuse que vous étiez nombreux à l'écoute. Donc je ne sais pas si... je n'étais pas là pour vous convaincre, mais si ça peut vous aider en tout cas à mieux comprendre ces transidentités qui peuvent sembler très bizarres, encore une fois. Mais bon, je pense que je ne suis pas tout à fait normal ni un monstre. Et en tout cas, merci de votre attention et puis merci d'être venu et bonne soirée. D'abord, je remercie bien sûr Béatrice d'être venue. Et je crois que ça représente vraiment ce qu'on veut faire, c'est faire réfléchir à nos opinions et aux différences que nous avons. Alors, on peut être noir, on peut être trans, on peut être musulman, on peut être juif, on peut être catholique. Tout le monde a le droit de vivre. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir vivre ensemble. Donc, quelques détails qui concernent notre futur et notre vie.
La prochaine conférence aura lieu le 13 novembre. Le dessin, comme vous le voyez, est un petit peu angoissant, puisqu'on parle d'alimentation et qu'il n'y a qu'une pauvre petite plante verte. Donc on va se poser la question de ce que c'est que notre alimentation, à quoi ça ressemble, quel est le problème au niveau mondial, quel est le problème au niveau personnel, et comment on peut essayer de vivre au mieux dans ce contexte-là, très industriel. Donc venez, si tu veux passer l'autre truc. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir un cours tout de suite. Et donc vous pourrez continuer à poser des questions à Béatrice. Malheureusement, ça ne restera pas, on ne va pas pouvoir finir à minuit. Donc il faudra vous précipiter sur elle. Et puis vous pourrez demander aussi de dédicacer les quelques livres qu'elle a pu apporter. N'hésitez